Comment c'est 14 jours? Je me dis 14, mais c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Alors on a 14 fois 3. 30, 42. 42. C'est quelque chose. Bon. Vous me direz c'est ordinaire. Ouais. Bon. Alors la dernière fois, c'est fini. Hein. On a fait un pan de la dernière fois. Je redis vite. Il s'agissait d'une confrontation directe et arbitraire entre image moderne et image classique. Arbitraire puisqu'on extrayait deux exemples. Exemple Eisenstein, exemple Godard. La confrontation nous a fait développer 3 points. Un cinéma tonal dit classique. Comment se définit-il? Enchaînement d'images par coupure rationnelle. Un cinéma sériel dit moderne. Comment se définit-il? Réenchaînement d'images sur coupure irrationnelle. Deuxième point. Un cinéma classique dit structural ou cinéma de vérité. La vérité, j'insiste beaucoup, étant un modèle indépendant de la dualité possible réelle-fictive. Car c'est le même modèle de vérité qui sert au réel et à la fiction. Quel est le modèle de vérité? En effet, c'est que, en même temps que les images s'enchaînent par coupure rationnelle, les images enchaînées s'intériorisent dans un tout et le tout s'extériorise dans les images. Un tel mouvement par lequel elles s'intériorisent dans les images et le tout s'extériorise dans les images est le mouvement du vrai. Par opposition, un cinéma moderne qui, voire une année précédente, je crois l'année dernière, pour ceux qui étaient là, récuse tout modèle de la vérité pour se réclamer des puissances du faux, en tant que les puissances du faux forment une série. Tout s'enchaîne parfaitement. Ce n'est plus un cinéma de la vérité, c'est la vérité du cinéma. Et on a vu l'importance de ce retournement et en quel sens un cinéma qu'on pourrait dire direct n'a rien à voir avec un cinéma direct, mais en revanche a à voir avec ce retournement où le cinéma ne se réclame plus d'un modèle de vérité, n'est plus un cinéma de la vérité, mais prétend atteindre à une vérité du cinéma. Troisième aspect, l'image classique en tant que tonale et structurale est une représentation indirecte du temps. L'image moderne, en tant que sérielle et vérité du cinéma, est une présentation directe du temps. Qu'est-ce que veut dire présentation directe du temps? Nous l'avons vu les autres années et revu la dernière fois. Cela veut dire que le temps est arraché à sa forme empirique de la succession.
et qu'il l'est de deux manières. Il y a deux grandes images-temps directes. Il l'est sous la forme, appelons la succession empirique du temps, appelons-la le cours du temps. La présentation directe du temps ou l'image-temps directe se présente sous deux formes. La série du temps, qui conserve l'avant et l'après, mais pour en faire des qualités intrinsèques du temps. Ces qualités intrinsèques présentent dès lors la série du temps comme un passage. Passage de quoi à quoi? Pas passage du présent, non. Mais le passage, on l'a vu, d'une attitude à une autre, passage suivant un gestus, le gestus se faisant, suivant un acte de fabulation. Le flagrant délit de fabule. Voilà ce qui distribue l'avant et l'après dans la série du temps. Deuxième aspect de l'image-temps direct, non plus la série du temps, mais l'ensemble du temps, non l'ordre du temps, c'est-à-dire la coexistence des rapports de temps. La coexistence de tous les rapports de temps, et cette fois-ci, ce n'est plus comme tout à l'heure, comme pour la série horizontale du temps, c'est-à-dire l'enchaînement des attitudes suivant un gestus qui met en jeu l'acte de fabulation. Mais c'est la construction verticale des séries. Sous la forme que nous avons vue, la coexistence des séries. Voilà, ça forme un ensemble. Mon invocation la dernière fois quand on terminait, c'était est-ce que certains d'entre vous ont à signaler que dans ce cadre relativement étroit, d'autres choses pourraient s'insérer, ou bien est-ce que certains d'entre vous pensent qu'il y a lieu de revenir sur certaines de ces autres choses avant que nous passions. Voilà. C'est une question, il n'y a que vous qui puissiez répondre. Je veux dire, la question, elle est double. Ou bien il y a des choses qu'il faut revoir parce qu'elles ne vous paraissent pas au point. Ou bien, je ne sais plus quelle est. Ou bien il y a des choses à ajouter. Non. Bien. Très bien. Alors nous passons, et nous sommes forcés, parce qu'encore une fois, on n'a pas cessé de buter dans notre analyse de l'image moderne, mais à chaque fois il fallait faire un tour de passe-passe. Sûr que l'image moderne, nous ne pouvions pas la définir sans nous référer à certains actes de parole. Il va de soi que si l'acte de fabulation a tellement d'importance dans le cinéma moderne, il met en jeu un acte de parole. C'était une manière de dire le cinéma moderne est inséparable du parlant. Ça ne voulait pas dire le cinéma moderne coïncide avec le parlant. Ça voulait dire sans doute le cinéma moderne a besoin d'un certain usage du parlant. Peut-être que cet usage du parlant est tout à fait révolutionnaire par rapport à l'apparition du parlant dans le cinéma. Et enfin, on sentait bien que venait encombrer nos pieds, dès que nous essayions d'avancer, venait nous encombrer cette question du parlant dont on ne pouvait rien dire, nous, puisqu'on n'avait pas posé le problème.
Et puis, inversement, au niveau de l'image classique, on traînait depuis longtemps un problème dont on n'a jamais parlé les autres années, et puis l'heure est venue. J'ai tardé le plus possible à en parler, parce que, bon, qui était, mais même muet. L'image cinématographique n'a-t-elle pas quelque chose de fondamental qui la met en rapport avec soit la langue, soit quelque chose de voisin, même muet. Si bien que maintenant nous nous trouvons donc devant comme un nouveau chapitre. Ce nouveau chapitre va tourner autour de 3 problèmes très différents. Mais il se trouve que ces 3 problèmes très différents, ils ne vont pas cesser de se lier, de se nouer. Chacun de nous a des impressions très différentes. Ce qui m'ennuie peut vous intéresser. Ce qui m'intéresse peut vous paraître extrêmement ennuyeux. Alors, une bonne année, c'est quand ça s'équilibre, c'est quand si ça vous amuse, eh ben ça m'amuse, et si ça m'amuse, ça vous amuse. Alors là, mais c'est jamais pour les mêmes raisons. Tout ceci, c'est une introduction pour dire que dans ce nouveau pan, il y a des choses qui m'amusent beaucoup, qui m'intéressent, et puis je crois que c'est cette année seulement que je suis devenu capable d'en parler un peu, et il y a des choses qui m'ennuient à périr. Et voilà, comme toujours, c'est pas toujours la fête. Le devoir moral fait qu'il faut que je parle des choses qui m'ennuient à périr. Il faut. Alors, les choses sont assez perverses, la nature des choses est assez perverse pour que certains d'entre vous, en effet, trouvent très ennuyeux ce que je trouve amusant, et inversement. Donc, je compte là-dessus. Je dis tout de suite, bon, il y a un premier problème qu'on va avoir à considérer, et qui coïncide avec les débuts du cinéma. Bon. S'il y a un enchaînement d'images, et si le cinéma se présente comme un enchaînement d'images-mouvements, sous sa forme la plus classique, enchaînement d'images-mouvements par coupure rationnelle, l'image classique, il a quelque chose à faire avec la langue. Et après tout, c'est dès le début du cinéma que éclate la formule, le cinéma et la réalisation de ce qu'on cherchait de tout temps, en tout lieu, la langue universelle. Ce thème est tellement connu que j'insiste pas. Vous remarquez qu'il est tout à fait indépendant du parlant. Ou bien, toujours dans ce premier point de vue, si ce n'est pas avec la langue que l'enchaînement des images cinématographiques a à faire, peut-être est-ce avec quelque chose de voisin. Je garde à voisin son sens au plus large. Qu'est-ce qui peut être voisin de la langue? Toute une école s'est constituée depuis peu, toute une école dite de sémiologie. Pour nous dire, on a cru dans un premier temps que le cinéma avait affaire avec la langue, il n'a pas affaire avec la langue. Le cinéma n'est pas une langue. En revanche, il a affaire à quelque chose de voisin de la langue, qui est quoi? Qui est le langage.
d'où la formule de Christian Mess, le cinéma, langage sans langue. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? En France, cette école a donc été inaugurée par les recherches de Metz, développée par de nombreux disciples qui se réclament d'une sémiologie linguistique ou, comme ils disent, d'une sémiocritique, et met directement en cause un auteur de cinéma, Rob Grillet, puisque Rob Grillet fut de loin le cinéaste, d'abord l'exemple privilégié sur lequel se sont penchés un grand nombre de partisans de la sémiocritique, et d'autre part lui-même s'est mêlé très étroitement de leurs travaux, suggérant des interprétations dont il a le secret. En Italie, vers la même époque, se développait une école sémiocritique, sous l'autorité de Garoni, c'est ça, Garoni, qui a pris également un très grand développement, à laquelle appartient, je ne dis pas qu'ils disent tous la même chose, mais où vous trouverez aussi un auteur italien célèbre, Umberto Eco, et à laquelle est mêlé, d'une manière non moins complexe que Rob Grillet avec l'école française, à laquelle est mêlé un grand cinéaste, Pasolini. Voilà les situations. Nous ne savons pas bien encore quelle différence il peut y avoir entre langage et langue. Nous savons en tout cas, et nous pouvons dire que quant à la formule de Metz, qui pourrait être signée par tous les sémiocriticiens, critiques, c'est même à ça qu'on les reconnaît, quelqu'un qui dit le cinéma est un langage sans langue, celui-là est un sémiocritique, ou un sémiologue d'inspiration linguistique. Nous ne savons pas encore ce que signifie cette distinction langage-langue. Nous savons au moins que surtout il ne faut pas la confondre avec une toute autre distinction, langue-parole. Le langage n'est pas identique à la parole. Si bien que linguistiquement, nous serons évidemment forcés de distinguer au moins 3 niveaux. La langue, le langage, la parole. Autant la distinction langue-parole est devenue familière au moindre lecteur des linguistes, autant la distinction langue-langage est peut-être un tout petit peu plus difficile. Dans cette perspective, j'annonce que je serai forcé de développer des points qui, pour un certain nombre d'entre vous, sont acquis et sont des évidences. Je devrais les développer comme si vous ne saviez rien. Parce que d'une part, je suppose que certains d'entre vous ne savent rien dans ce domaine, c'est légitime, que certains d'entre vous n'ont pas encore été touchés par la moindre élément linguistique, ça m'étonnerait, mais on ne sait jamais. Et d'autre part, parce que j'ai besoin de le prendre pour mon compte, de voir ce que j'ai à en tirer. Moi. Bon, je ne cache pas que pour moi, c'est la partie la plus morne du monde. Mais qu'il faut y passer. Il faut y passer, sinon je ne peux pas arriver à ce qui m'amuse. Car le travail n'est pas toujours drôle. Ce qui nous sauve, c'est qu'il est si souvent drôle. Car le drôle, c'est pour moi le second problème. Il vient d'énoncer un premier problème. Pour moi, le drôle, c'est le second problème, et qui lui m'amuse vraiment. C'est que le précédent problème ne tient aucun compte de l'existence, ou du moins, je me corrige, ne tient aucun compte direct, principal,
de l'existence du parlant, de l'existence ou non du parlant. Je sens que ce que je dis n'est pas vrai pour certains sémiocriticiens. Mais en principe, c'est vrai. Et notamment, chez Christian Metz, il est très évident, il le dit explicitement, que le code audiovisuel, on comprendra plus tard ce que ça veut dire, tout ça, le code audiovisuel du cinéma doit être considéré comme absolument distinct du code langagier par lequel les images cinématographiques peuvent être considérées comme un langage. Donc, les raisons pour lesquelles les images cinématographiques doivent être considérées comme un langage sont tout à fait étrangères à l'existence ou non du parlant. Si bien que le deuxième problème est très distinct, mon deuxième problème étant non pas qu'est-ce que le parlant, je voudrais le poser d'une manière plus précise, mais y a-t-il des actes de parole que l'on pourrait appeler cinématographiques? Est-ce que le cinéma nous présente des actes de parole spécifiques? Bon, alors du coup, à peine je pose le problème ainsi, je dis, là ça vaut déjà pour le muet. Car je rappelle ce que la plupart d'entre vous savent, comme ça a été dit souvent, le muet est mal dit muet. Jean Mitry nous dit il n'y a jamais eu de cinéma muet, il n'y a que du cinéma, il y a eu du cinéma silencieux. C'est pas la même chose. Ça veut dire les gens parlent et ne cessent pas de parler, simplement on ne les entend pas. Donc c'est pas un cinéma muet, c'est un cinéma profondément phonatoire. La phonation est un acte de parole. Que les sons ne soient pas entendus, c'est une autre affaire. Je ne tiens même pas compte du fait que le cinéma muet était, comme on le rappelle aussi très souvent, était déjà sonorisé, soit sous la forme d'un commentateur, soit sous la forme d'une musique. Mais même indépendamment de ça, le cinéma dit muet nous présente des gens qui ne cessent pas de parler. Il est silencieux et non pas muet, dit Mitry. Michel Chion, dans son livre sur la voix au cinéma, je crois, la voix au cinéma, dit encore mieux, le cinéma n'a jamais été muet, il a été sourd. Ce qui revient à la même chose que la formule de Mitry en plus brillant. Un cinéma sourd, c'est pas un cinéma muet. Donc, il y a eu de tout temps des actes de parole au cinéma. Je demande si le cinéma nous présente des actes de parole spécifiques, ou si ce sont des actes de parole non spécifiques, c'est-à-dire qui n'ont aucune différence assignable avec des actes de parole qui seraient simplement des enregistrements d'actes de parole ordinaires, tels qu'ils sont dans la vie sociale, ou bien qui n'auraient pas de différence spécifique avec les actes de parole théâtraux. Vous voyez que la question a un sens. Y a-t-il des actes de parole formellement spécifiques, c'est-à-dire
qui appartiennent au cinéma comme tel, et qui n'existent que chez lui. Ce qui nous permettrait au moins de régler toutes sortes de bêtises sur les rapports cinéma-théâtre. Parce que c'est peut-être déjà, s'il y a des actes de parole spécifiques au cinéma, comprenez qu'il n'y a plus tellement besoin de réfléchir sur les différences cinéma-théâtre. À savoir que même au niveau des actes de parole, ce ne sera pas les mêmes actes de parole. Bon. Mais ça m'intéresse aussi, et c'est pour ça que ça m'amuse, ça m'intéresse aussi à un autre égard. L'autre égard, c'est celui-ci, c'est que une discipline, que certains d'entre vous connaissent aussi, qu'on appelle la sociolinguistique, a toujours attaché beaucoup d'importance à la classification des types d'actes de parole. Comment classer? Alors, dans le souci que nous avons depuis plusieurs années de faire une classification des images et des signes, là, ça me plaît beaucoup. Si on arrive à tirer du cinéma non seulement une forme spécifique de l'acte de parole, ça, c'est un aspect de la question, mais deuxième aspect de la question, si on arrive à en tirer une classification des actes de parole cinématographiques, ensuite, on pourra se demander si le cinéma ne nous a pas révélé une manière de classer les actes de parole en général qui peut enrichir la sociolinguistique. C'est-à-dire qu'il y aurait une réaction du cinéma grâce à ces actes de parole spécifiques sur une typologie générale de... Qu'en est-il du droit? Je demande si déjà le fait supposé de la narration comme caractère, comme fait de l'image cinématographique est analogue à la géométrie euclidienne, c'est-à-dire a pour caractère l'universel et le nécessaire. Vous me direz pour la géométrie euclidienne, non plus, puisqu'il n'y a pas que des géométries euclidiennes, il y en a des non euclidiennes. Pour une part, Kant ne les connaissait pas, ils sont après Kant. Et j'ai honte de cette réponse parce que ça consisterait à dire que la découverte de géométrie non euclidienne ou leur construction suffit à rendre caduque le kantisme, alors que ça n'en change pas un mot. Pour une raison simple, c'est que les géométries non euclidiennes, de manière très complexe, sont susceptibles et même impliquent des connexions dites euclidiennes. Est-ce que le fait de la narration hollywoodienne est du même type? Je reprends les 3 étapes de Metz. Il y a un fait, c'est que le cinéma s'est constitué comme cinéma de narration à Hollywood. Voilà. Deuxième point. Là, j'ai déjà une question, qu'on laisse de côté pour le moment. Est-ce un fait, et en quel sens est-ce un fait? Est-ce un fait empirique ou est-ce un fait universel et nécessaire? Deuxième point. Si le cinéma s'est constitué en fait comme cinéma de narration, l'image cinématographique est assimilable à un énoncé. Elle est assimilable à un énoncé, c'est ce que j'appelle une approximation. Ce point est aussi important que le précédent. Et là aussi, tellement important que Metz est extrêmement prudent. Je lis aussi, dans mon souci, que vous ne pensiez pas que je durcis les textes, il est très très prudent.
Il dit quel est l'équivalent d'une image cinématographique. L'équivalent, il s'agit bien d'une approximation. Il dit est-ce que l'on peut comparer un plan, si on prend le plan comme, en un sens très sommaire, comme un minimum d'images, l'image minima, eh bien, est-ce que l'on peut considérer, est-ce qu'on peut assimiler le plan à un mot? Mais c'est drôle d'idée déjà, pourquoi vouloir assimiler le plan à un mot? Uniquement en vertu du fait, à savoir, le fait du cinéma, c'est le cinéma de narration. Voilà. Il nous dit, est-ce que ça ressemble à un mot, à un plan? Et il dit non. Non. Et dans un texte célèbre, toujours cité, il dit, un plan qui me montre un gros plan de revolver n'est pas assimilable au mot revolver, mais à l'énoncé voici un revolver. Hein? Même les images, assez rares d'ailleurs, qui correspondraient par le contenu à un mot, sont encore des phrases. C'est un cas particulier, particulièrement éclairant. Un gros plan de revolver ne signifie pas revolver, mais signifie au moins, et sans parler des connotations, voici un revolver. En d'autres termes, ce n'est pas un mot, c'est un énoncé. Autre citation, mais il est toujours très très prudent à cet égard. Il dit, c'est l'équivalence la moins mauvaise. Le plan filmique ressemble à un énoncé, ça c'est page 118, il ressemble, et on verra pourquoi il est forcé. Ça, il ressemble. Le plan filmique ressemble à un énoncé plutôt qu'à un mot. Cependant, il serait faux de dire que le plan équivaut à un énoncé, car entre le plan et l'énoncé linguistique, de grandes différences subsistent. Je suis donc fondé de parler d'approximation. Approximativement, l'image cinématographique peut être considérée comme un énoncé. Voilà. C'est le deuxième point. Troisième point. Si l'image cinématographique peut être considérée comme un énoncé, à quelles conditions? À quelles conditions qui définiront en même temps les règles d'usage relatives à cette image. La réponse de Metz, que comprendront tous ceux qui ont fait un peu de linguistique, que j'expliquerai pour les autres, mais je la donne déjà, cette réponse, c'est les conditions sont les suivantes. Que l'image cinématographique soit soumise à des opérations, donc à des actes subjectifs, à des opérations qu'on appellera conformément à la linguistique paradigmatique et syntagmatique.
syntagme et paradigme, ou mieux, on verra, syntagmatique et paradigmatique. Et la syntagmatique et la paradigmatique sont les conditions qui rendent possible l'assimilation de l'image cinématographique à l'énoncé. Pourquoi il faut 3 stades? Vous le comprenez, c'est que il partait d'un fait, le fait du cinéma narratif. Deuxièmement, une approximation, l'image cinématographique, dès lors, peut être assimilée approximativement à un énoncé. Pourquoi, encore une fois, approximativement? Mais il y a là aussi, à chaque chose, il y a des choses effarantes. Je ne dis pas du tout que ce soit mal, mais il y a des choses stupéfiantes. Ça a l'air d'aller tout seul. C'est que si elle est assimilable à un énoncé, c'est un drôle d'énoncé. Il le dira lui-même. C'est un énoncé, non pas verbal. C'est des images. C'est pas des mots. Donc, il faut qu'il forge la catégorie, je ne dis pas qu'elle soit fondée ou mal fondée, je constate qu'il faut qu'il forge la catégorie d'énoncé analogique ou d'énoncé iconique. Énoncé analogique, énoncé iconique, en gros, énoncé qui opère par ressemblance et non pas par combinaison d'unités conventionnelles. L'image de revolver est supposée ressembler à un revolver. C'est une image analogique, une image iconique, on dira. Et là aussi, on a des problèmes. Est-ce que la notion même d'énoncé analogique ou d'énoncé iconique, est-ce que c'est pas un monstre? Est-ce que c'est pas vraiment un monstre, cette notion-là? Comme l'image est analogique ou iconique, selon lui, elle ne peut être assimilée à l'énoncé sous la forme d'un énoncé iconique analogique. Mais est-ce que c'est un énoncé? Réponse, le troisième moment, d'où ça démarche en 3 moments. Oui, ce sera un énoncé. Si j'arrive à prouver que l'image iconique ou analogique est soumise aux opérations langagières du syntagme et du paradigme, de la syntagmatique et de la paradigmatique. Ça va être un nœud, mais ça va être un nœud de problème. Je veux dire, au niveau, là j'extrais la base la plus simple. Ça va être un de ces nœuds de problème. J'en cite un. Comment éviter un cercle vicieux, dont je ne suis pas sûr, après tout, qu'il n'existe pas déjà chez Kant, ce qui serait redoublé de kantisme alors, si c'est vraiment prendre les cercles vicieux. Car je dirais, l'image est soumise au paradigme et au syntagme parce qu'elle est assimilable à un énoncé, mais elle est assimilable à un énoncé parce qu'elle est soumise au paradigme et à la syntagme et au syntagme. C'est embêtant. Hein? Vous comprenez à quel point c'est embêtant. C'est pas possible. C'est là-dessus que les post-kantiens, d'ailleurs, j'aime bien parce que je retrouve, comme ça on peut remélanger tout. C'est là-dessus que les post-kantiens protesteront contre Kant. Ils lui diront avec la méthode, faites condition de possibilité, vous ne pouvez pas échapper à un cercle vicieux. À savoir, l'expérience est un fait. Ils diront, oui, l'expérience est un fait. Parce qu'elle est soumise aux conditions de possibilité, mais elle est soumise aux conditions de possibilité parce qu'elle est un fait.
Et ils diront, le tort de Kant, les post-kantiens, comme Fichte, diront le tort de Kant. C'est de s'en être tenu à une méthode du conditionnement sans arriver à une véritable méthode génétique. Il fallait engendrer et pas conditionner. Il fallait faire la genèse et pas le simple conditionnement. Alors, je dis à chaque niveau, j'ai une difficulté. J'ai mes 3 niveaux de base. Je récapitule. Le fait, c'est le cinéma de narration. Premier trouble. Il n'est plus question, il ne sera plus question du mouvement. Ça aura disparu. Le mouvement ne sera pas un caractère pertinent en image cinématographique. Ce qui sera le caractère pertinent en image cinématographique, c'est la narration. Alors que s'il trouve du langage après, c'est pas tellement étonnant. Forcément. Il se l'est déjà donné dès le début. Enfin, il semble, enfin. Deuxième point. S'il est vrai que le fait, c'est le cinéma de narration, alors l'image cinématographique est approximativement, je ne trouve pas mon adjectif, approximativement, 3 petits points, j'ai perdu un mot, assimilable, voilà, oh, merci. Approximativement assimilable à un énoncé. Deuxième trouble. Ah, d'accord. À ce moment-là, il faut fonder la notion d'énoncé analogique ou iconique. Troisième niveau. Si l'image cinématographique est assimilable à un énoncé, alors elle est nécessairement soumise aux opérations du paradigme et de la synthèse qui en définissent les conditions de possibilité, c'est-à-dire les règles d'usage. Troisième trouble, plus profond que tous. Comment échapperons-nous au cercle vicieux? Comment échapperons-nous au cercle vicieux, d'après lequel l'image est assimilée à l'énoncé parce que soumise au paradigme et au syntagme, mais inversement, elle est soumise au paradigme et au syntagme parce que assimilée à l'énoncé. Bon, si bien qu'on peut avancer que si on comprend déjà ces 2 formules mystérieuses, paradigme, syntagme. Ça m'empêche, je suis beaucoup plus lent que tel est. C'est marrant, hein, les évaluations. Moi, je le disais, j'en ai pour un quart d'heure de cette histoire. Je sais pas, et vous voyez pourquoi c'est redoutable. Hein. J'en avais pour un quart d'heure en me disant, ça m'embête tellement que... Et puis tout d'un coup, on ne peut rien prévoir, quelque chose, mais je me demande quoi, alors m'a fait rigoler. Quelque chose m'a plu, m'a amusé. Ça doit être Kant. C'est un coup de Kant. Du coup, j'y ai mis... c'est curieux, on ne peut pas prévoir. Bon, vous vous posez un peu, hein? Réfléchissez à ces 3 mystères. Hein? Parce que je veux dire à la fois, ça va de soi, ces histoires, ça va complètement de soi, et puis c'est mystérieux, comment il peut dire ça? Vous pressentiez déjà, vous ne faites pas un peu de lumière? Il n'y a plus de lumière? Sabotage. À la porte, là. À la porte, elle ne marche pas. Et il n'y a pas d'autres boutons? Oh, ils doivent la couper à partir d'une certaine heure. Bon,
Je voudrais que vous sentiez déjà, à partir de ce premier point, comment les notions d'image et de signe sont en voie, je ne prétends pas le montrer déjà, mais juste que vous le sentiez, sont en voie d'évacuation. Ici, en effet, on nous parlera non pas d'image, mais d'énoncé, en court-circuitant le mouvement comme caractère distinctif, et on nous parlera non pas de signes, mais de chaînes signifiantes au sens du syntagme et du paradigme. Non, mais ça se dessine seulement. Si le premier point donc concernait la position de base de la sémiologie d'inspiration linguistique, notre second point va concerner le problème de la distinction essence-usage ou, d'une autre manière, langue-langage. D'où, première question, et c'est là que je dis des choses, là, ceux qui connaissent tout ça me pardonnent en avance, et puis je vous renvoie au texte. Les textes, c'est n'importe quel dictionnaire de linguistique. Qu'est-ce que c'est qu'une langue? Comment ça se définit? Sans doute de beaucoup de façons, mais un des sens les plus stricts par lesquels on a défini la langue me paraît être celle sur laquelle Martinet. Le linguiste Martinet le linguiste, a insisté et qu'il a développé, et qui consiste à dire la langue, une langue, c'est un système à double articulation. Il ne s'agit évidemment pas de l'articulation phonatoire. Il ne s'agit pas de la parole. C'est un système de double articulation. Et il dit, seule la langue est un tel système. Plus un cas compliqué qui est la numérotation téléphonique. Mais enfin, on peut supposer qu'elle n'existerait pas s'il n'y avait pas la langue. Qu'est-ce que ça veut dire un système à double articulation? Vous le savez, il y a une première articulation définie par des unités discrètes, discontinues, significatives. Ces unités discrètes, discontinues, significatives sont appelées, du moins dans la terminologie de Martinet, sont appelées des monèmes. Mettons que, très grossièrement, un monème, pour continuer à parler approximativement, c'est un mot. En fait, ce n'est pas un mot. Prenons un exemple, donné par Martinet lui-même. La soupe est bonne. Il y a 4 mots. Il y a au moins 5 monèmes. Premier monème, la. Deuxième monème, soupe. Troisième monème, verbe être. Quatrième monème, index de l'indicatif. Cinquième monème, bonne. Ça n'empêche pas que pour plus de commodité, nous pouvons poser une espèce d'équivalence inexacte. Mais, on est dans les approximations mot-monème. En tout cas, le monème, c'est une unité significative.
voyez que les phonèmes s'articulent entre eux et on parlera de la première articulation. Cette première articulation renvoie à une seconde articulation. Cette fois-ci, celle des phonèmes. Dans le même état de rudimentaire qui m'est indispensable, nous assimilons les phonèmes à des lettres. Chacun sait qu'il n'en est pas ainsi. Le phonème est autre chose qu'une lettre. Pourquoi? C'est que le phonème est, par différence avec le monème, unité significative, est une unité distinctive, non significative. C'est une unité distinctive. Par exemple, la lettre B. La lettre B est un phonème. Vous direz, c'est une lettre alors. Non, parce qu'elle n'est un phonème que, en tant qu'elle est prise dans des rapports réglés avec d'autres phonèmes. Si vous dites billard, le phonème B, comme dans billard, est entre autres en rapport immédiat avec le phonème P qui donnerait billard. Vous avez ce qu'on appelle un rapport différentiel ou distinctif B sur P. Au point que je dis, exemple pour toucher à vos souvenirs littéraires, au point que je dis les bandes du vieux billard, et quelqu'un me répond, qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit pillard, les bandes du vieux pillard. Je dis non, j'ai dit les bandes du vieux billard. Alors, autre exemple littéraire, je pourrais vous faire une interrogation écrite de qui sont ces exemples. Autre exemple, as-tu dit cochon ou cosson? Le phonème, vous voyez, CH, c'est bien une lettre, mais prise dans son rapport distinctif avec une autre. À ce niveau, vous avez des unités distinctives non significatives. Mais vous voyez que c'est par l'articulation des phonèmes, c'est-à-dire des éléments de la seconde articulation, des éléments non significatifs, des éléments distinctifs non significatifs, que se fait les éléments, que se font les éléments de la première articulation, c'est-à-dire les unités significatives. Les unités significatives se construisent sur les unités distinctives non significatives. D'accord? Vous avez donc une articulation définie par les monèmes et une articulation définie par les phonèmes. Il n'y a pas de langue à strictement parler qui présente le phénomène de double articulation. Ce qui présente le phénomène de double articulation, inversement, est une langue. Quelle est la condition? Il faut en plus que la double articulation soit fixe, c'est-à-dire que d'une part elle ne soit pas mobile,
et que les deux niveaux ne soient ni remplaçables ni interchangeables. Les deux niveaux ne soient ni remplaçables ni interchangeables. Question accessoire pour des travaux pratiques. La musique est-elle une langue? La peinture est-elle une langue? Pour ceux que cette question intéresse, voir Lévi-Strauss, le cru et le cuit. Et la partie du début nommée ouverture, où la réponse très étrange, très intéressante de Lévi-Strauss est que la musique tonale présente bien une double articulation et en ce sens est une langue, mais n'en est pas une tout à fait, car les deux niveaux sont à certains égards remplaçables et même à certains égards interchangeables. Ça nous prendrait très longtemps, c'est pour ceux que ça intéresse que je vous renvoie à ce texte. Que la peinture classique est elle aussi une quasi-langue, mais ne répond pas aux dernières exigences de non-mobilité, non-remplaçabilité ni interchangeabilité, bien, tandis que la peinture abstraite n'est pas une langue. C'est très très curieux comme idée. Que la peinture abstraite, elle n'est pas du tout une langue. Que la musique atonale n'est pas une langue, que la musique concrète n'est pas une langue. Bon. Enfin, tout ça, tout le texte de Lévi-Strauss est très très intéressant. Ce serait pour ceux que ça intéresse. Voilà. Donc, ajoutons, enfin, pour ceux que ça intéresse, et qui ne savent pas déjà tout ça, que dès lors, on peut classer toutes sortes de systèmes dits d'information ou de communication d'après le critère de la double articulation. Un linguiste qui a beaucoup inspiré l'école italienne de sémiologie et qui s'appelle Prieto, P-R-I-E-T-O, mais je ne sais pas de quel pays il est. Quelqu'un sait de quel pays? Il est argentin. Argentin. Prieto a fait une très grande classification des systèmes à double articulation ou du point de vue de l'articulation que vous trouverez notamment dans un livre de lui traduit en français Messages et signaux. Cette classification, cette grande classification de Prieto du point de vue des articulations est reprise dans un article de Umberto Eco, revue Communication numéro 15, 1970, où il reprend en amenant des petits changements, mais enfin, et cela donne toute une classification donc des systèmes de communication ou d'information. Je vous lis très rapidement, tout ça pour ou bien vous ôter l'idée d'aller voir, ou bien pour vous donner l'envie d'aller voir. Premièrement, code sans articulation. Il y aurait des codes sans articulation. La notion de code là qu'on introduit, vous voyez, puisqu'en effet, non, ça je le dirai plus tard. Exemple, la carte blanche de l'aveugle, ou bien les lignes d'autobus signalées par des numéros à un chiffre. Ouais, c'est évident. Une ligne d'autobus désignée par des numéros à un chiffre, c'est un code sans articulation. Oui, d'accord. C'est une classification. Deuxièmement,
code ne comportant que la deuxième articulation, c'est-à-dire l'articulation du type qui correspondrait dans la langue au type phonème. Exemple, ligne d'autobus à 2 chiffres. Troisième cas, code ne comportant que la première articulation, c'est-à-dire celle qui correspond au monème, les éléments significatifs. Exemple, la numération des chambres d'hôtel. C'est malin ça. Car, toujours dans l'interrogation écrite, que signifie la chambre 20 d'un hôtel? Vous savez, dans la première chambre du deuxième étage. Réfléchissez là-dessus, vous verrez que c'est typiquement un code qui comporte que la première articulation. Signaux routiers, numération décimale, bon. Quatrième cas, code à double articulation. Sous-entendu, non mobile, non interchangeable et non permutable. Les langues et les numéros de téléphone à 6 chiffres. Vous chercherez pourquoi c'est bien. Hein. Le mieux, ce serait que vous trouviez pourquoi sans vous reporter à la tête. Dernier point, je ne sais plus, cinquième, code à articulation mobile. La musique tonale, car vous pouvez assigner des conditions, par exemple, les hauteurs comme seconde articulation sont remplacées par les timbres. Vous avez un cas là de transformation qui est strictement interdit par le langage, où votre seconde articulation ne pourra jamais consister qu'en phonème. Les cartes à jouer, les grades militaires, voilà, et j'en passe. Bon. Je retiens de ça uniquement. Bon. La langue est définie par système double articulation dans des conditions de non-mobilité, non-interchangeabilité et non remplaçabilité. La question, elle ne devient pas compliquée, là. Est-ce que le cinéma est une langue? Réponse immédiate, non. Non, le cinéma n'est pas une langue. Vous chercherez en vain, en apparence, vous chercherez en vain une deuxième articulation. Vous pouvez traiter les plans comme éléments d'une première articulation. Qu'est-ce qui peut faire fonction de deuxième articulation? Les plans sont des unités significatives. Bon, d'accord, supposons que les plans soient l'équivalent de monème. Et encore, ça ferait difficulté, mais supposons. Qu'est-ce que ce serait les phonèmes? Évidemment, il y a une réponse à laquelle on risque de se précipiter. Photogrammes. Les photogrammes seraient les phonèmes. Ça ne tient pas debout une seconde. Puisque les photogrammes sont les éléments constituants, les éléments matériels constituants sous la forme de temps par seconde, et ne peuvent pas être saisis pour eux-mêmes, sauf dans la condition d'un photogramme blanc, ou alors
vous démentez à nouveau une des conditions du langage, puisque vous avez fait passer de la seconde à la première articulation. Mais sinon, dans l'unité, dans le monème, vous distinguez les phonèmes. Dans l'image plan, vous ne distinguez pas les photogrammes. À moins, encore une fois, de les faire passer. De toute manière, ça ne répond absolument pas aux conditions d'une langue. Les deux articulations telles qu'elles sont dans la langue. Vous comprenez? Aussi, personne n'a eu l'idée baroque de traiter le photogramme comme l'équivalent d'un phonème. Ce serait une espèce de vague métaphore. Quelqu'un pourtant, quelqu'un de très grand, a dit qu'il y a bien deux articulations, ou a fait semblant de le dire. Et ça, nous aurons à revenir à ces beaux textes qui sont vraiment difficiles, mais vraiment beaux. C'est Pasolini. Rien que pour embêter les sémioticiens. Il a dit, mais si, il y a deux articulations. Mais il est trop malin, évidemment, pour invoquer le photogramme. Il dit, l'équivalent du phonème, c'est les objets présents dans le plan, les objets cadrés dans l'image. Umberto Eco s'esclaffe et dit « Pauvre Pasolini ». Pourquoi? Parce que Umberto Eco dit « Les phonèmes, c'est-à-dire les éléments de la seconde articulation, ne sont pas significatifs et ne peuvent en aucun cas faire partie du signifié. Les objets compris dans le plan font parfaitement partie du signifié de l'image. À première vue, Eco a raison. Pourquoi et comment et de quel droit Pasolini peut-il répondre à Eco, pauvre Umberto Eco? Ce problème nous passionnera la séance prochaine. Mais pour le moment, on arrête là. On arrête là en disant à première vue. Et vu le mystère du texte de Pasolini que nous laissons de côté pour le moment, à première vue, il semble évident que le cinéma n'est pas une langue. Bien. Quand nous demandions qu'est-ce qu'une langue, en un sens, si moderne que soient les réponses, par exemple la réponse de Martinet, c'était une question pré-critique. C'était une question platonicienne. À savoir, parmi tous les caractères apparents d'une langue, quel est le caractère essentiel? En acceptant cette question pré-critique, qu'est-ce qu'une langue? Nous avons répondu, le cinéma n'est pas une langue. Et Metz s'enchaîne là-dessus pour dire le tort des premiers qui est réfléchi sur les rapports cinéma-langue, c'est d'avoir posé le problème au niveau de la langue. Eisenstein ne fait qu'une métaphore lorsqu'il dit le cinéma en tant que constitué par le montage est une langue. C'est une simple métaphore parce que ça ne considère pas le caractère spécifique d'une langue. Le caractère spécifique d'une langue étant la double articulation. Vous suivez? Je suppose pour les... encore une fois, je ne peux pas faire autrement. Tous ceux qui savent ça, bien. Je passe à une toute autre question. Je ne m'interroge plus sur ce qui fait l'essence d'une langue. Je m'interroge sur les règles d'usage d'une langue.
à savoir à quelles règles d'usage sont soumises les unités de la langue. Vous voyez, je retrouve ma notion de règle d'usage. C'est un autre ordre de questions. Que ce soit des phonèmes ou des morphèmes, non, pardon, que ce soit des phonèmes ou des monèmes, ils sont soumis à certaines règles d'usage. Je ne cherche plus l'essence, je cherche les règles subjectives. Pas du tout de la subjectivité de quelqu'un qui parle, il ne s'agit pas de la parole, mais d'une subjectivité langagière. Donc, quelles sont les règles d'usage des phonèmes et des monèmes? La réponse est il y a deux sortes de règles d'usage. Les unes seront dites syntagmatiques, les autres seront dites paradigmatiques. À quels actes correspondent-elles? On appellera syntagme. Voilà. On appellera syntagme toute conjonction d'unités relatives, je veux dire phonème, monème ou autre chose, ce n'est pas forcément des unités absolues. On appellera syntagme toute conjonction d'unités relatives présentes dans un énoncé. Et à ce moment-là, on parlera du syntagme correspondant à l'énoncé. On dira qu'il y a un syntagme U-V si U et V sont présents dans grand E. Grand E désignant un énoncé. Une telle activité est une combinaison. C'est un acte de combinaison. Des fers. Des fers ne formeraient jamais un syntagme, U et V minuscules, des fers ne formeraient jamais un syntagme si l'on ne pouvait pas constituer une classe grand U et une classe grand V constitutive d'une règle syntagmatique, à savoir décoller, dévoiler, qui sont du même type que des fers. D'accord? C'est vraiment le plus bas, hein? C'est le plus bas. Très bien, bon. Quelques problèmes immédiats, si vous m'avez suivi. Je dis le mot déterminé. Est-ce que c'est un syntagme du type UV? Est-ce qu'il y a deux monèmes? Pas sûr. Je pourrais montrer qu'il y a deux monèmes pour déterminer que si je découvre une règle qui engage et qui forme une classe grand U et une classe grand V, telle que
D soit à X, comme D est à terminer. Hein? Une fois dit que dans déterminer, le rapport syntagmatique entre U et V, c'est-à-dire entre D, dans défaire, pardon, le rapport syntagmatique entre, dans déterminer, le rapport D est terminé, et pas du même type que le rapport D faire. D'accord, tout ça, bon. Voilà. Donc ce qui m'importe, c'est que le syntagme renvoie à une règle syntagmatique. C'est pour ça que les linguistes parlent généralement, non pas du syntagme, mais plus profondément, ils disent la syntagmatique. Mais ça ira plus loin encore, il parlera pour des raisons que j'expliquerai de la grande syntagmatique. La grande syntagmatique, qui éveille en moi, pas du tout là, c'est pas du tout une objection, une hilarité très grande, parce que j'entends, quand on dit la grande syntagmatique, j'entends la grande demoiselle. La grande demoiselle est morte. Bref, c'est du Bossuet. La grande syntagmatique, ça me fait rêver. La grande syntagmatique, est-ce qu'elle est morte, la grande syntagmatique? Je ne sais pas. Bon. Enfin, c'est la syntagmatique. Vous voyez? Bon, compris ça? Et chaque fois que vous faites une phrase, les règles d'usage sont des règles syntagmatiques. Vous ne le saviez pas, hein? Et si avec ça, vous faites aussi du paradigme, c'est que le paradigme, vous vous rappelez, le syntagme, c'est la conjonction d'unités relatives présentes. Le paradigme, c'est la disjonction d'unités présentes avec des unités absentes comparables à tel ou tel égard, comparables sous un égard quelconque. Par exemple, comparable du point de vue du sens. Ou comparable du point de vue du son. Exemple. Enseigner, instruire. Exemple donné par Saussure. Enseigner, instruire, vous dites une phrase, il m'a enseigné. Vous auriez pu dire, il m'a instruit. Qu'est-ce que ça changeait? Vous avez fait un choix. Toute unité présente, c'est-à-dire que vous avez choisi, implique ce rapport disjonctif avec d'autres unités possibles que vous n'avez pas choisies, que vous avez éliminées. Et chaque fois que vous parlez, c'est comme ça. À plus forte raison quand vous cherchez un mot. Ou bien le paradigme va concerner des unités dont le son se ressemble, et pas du tout le sens. Ou bien dont le sens se ressemble, et pas du tout le son. Je reprends mon exemple, les deux exemples. Tu as dit cochon ou cosson?
Qu'est-ce que tu racontes? C'est les bandes du pillard ou les bandes du billard? Bien. Cette fois-ci, il ne s'agit plus d'un acte de combinaison, il s'agit d'un acte de sélection. Il n'est plus fondé sur la contiguïté, il est fondé sur la ressemblance. Le critère est ce que les linguistes appellent la commutation. Il y a commutation si la substitution de deux unités U et U' produit une différence assignable. Quand je dis assignable, ça veut dire, par exemple, qu'il y a des différences du type intonation qui ne produisent pas de différence assignable. Les différences d'intonation ne font pas partie de ce jeu-là. Vous voyez, Martinet analyse longuement un exemple paradigmatique entre les deux énoncés suivants qui sont commutables. Il dessine une carte, fondée cette fois-ci sur le trait différentiel phonématique T sur P. Les bandes du vieux pillard, les bandes du vieux billard sont fondées sur la différence phonématique B sur P. Hein? Tout va bien, c'est très clair. On dira que les règles d'usage des phonèmes et des monèmes sont des règles syntagmatiques et des règles paradigmatiques. Les unes déterminant les concaténations ou les consécutions légitimes des unités pressantes, les autres déterminant les choix légitimes entre une unité présente et une unité absente. Je vous rappelle que dans le courant du premier trimestre, on a vu notamment comment Jacobson s'appuyait sur ces deux aspects pour dégager deux pôles de l'aphasie comme maladie du langage. Maladie du langage à prédominance, trouble de combinaison, c'est-à-dire trouble syntagmatique. Maladie du langage fondée sur trouble de sélection, c'est-à-dire trouble paradigmatique. Et selon Jacobson, il y aurait deux pôles de l'aphasie qu'on pourrait appeler, je crois qu'il ne le fait pas, mais enfin ça n'importe rien, qu'on pourrait appeler aphasie syntagmatique et aphasie paradigmatique. Je ne reviens pas sur ce point. Problème très délicat, puis je vous laisse tranquille après sur tout ça. Quel rapport y a-t-il entre la syntagmatique et la paradigmatique? Deux thèses s'affrontent. La thèse la plus fréquente, je ne dis pas la thèse la plus fréquente, qui consiste à donner le privilège à la syntagmatique. L'acte essentiel, la règle d'usage essentielle, c'est la combinatoire. Et le paradigme est seulement un moyen qui permet de former des classes d'unités ayant les mêmes possibilités combinatoires. Donc, subordination de la paradigmatique à la syntagmatique. Thèse plus rare, mais qui est celle de Martinet. Ça
s'organise assez bien. L'acte fondamental du langage, ce sont les choix, à tous les niveaux. Au niveau phonématique, au niveau monématique. Ce sont les choix. Et un syntagme ne peut pas être constitué si l'on ne considère pas les autres unités qui auraient été possibles. Donc une sorte de primat de la paradigmatique, qui est très très intéressant dans les thèses de Martinez. Position moyenne, qui n'exclut pas le plus grand génie, indépendance des deux dimensions, qui est très bien présentée par Jacobson, avec les deux pôles, indépendants. Bon, où je veux en venir? Voilà, comprenez. Qu'est-ce que va être la thèse de Metz? Enfin, on est en mesure, pour terminer cette séance, de dire ce que signifie l'énoncé de la grande thèse de Metz, à savoir le cinéma, langage sans langue. Cela veut dire l'image cinématographique n'est pas une langue et ne forme pas et n'appartient pas à une langue, car on n'y trouvera aucun phénomène de double articulation. Donc, elle n'a aucun des éléments qui définissent une langue. En revanche, elle a des règles d'usage de nature surtout syntagmatique, secondairement paradigmatique, et qui définit cette fois-ci non pas des éléments linguistiques, mais des règles d'usage langagières. En d'autres termes, relations syntagmatiques et relations paradigmatiques sont des règles d'usage qui définissent le langage. La double articulation est un état d'élément qui définit la langue. Vous trouvez nécessairement du syntagme et du paradigme dans la langue, mais vous ne trouvez pas exclusivement dans la langue du syntagme et du paradigme. Les règles d'usage langagières, syntagme et paradigme, peuvent s'appliquer à d'autres éléments que les éléments de la langue, et dans ces cas, on parlera d'un langage sans langue. Un langage sans langue est quelque chose, est un produit culturel qui présente ou qui se soumet aux règles d'usage syntagmatiques et paradigmatiques, bien qu'il ne présente pas les éléments de la langue. Il y aura donc des langages sans langue. Si la mode ou si le vêtement est soumis à des syntagmes et paradigmes, alors c'est un langage sans langue. Si la musique est soumise à des syntagmes et paradigmes, alors c'est un langage sans langue, indépendamment de la question de savoir s'il y a des phonèmes ou des momèmes. Et une fois dit qu'il n'y en a pas. Et ce n'est pas du tout les mêmes niveaux. Ce qui définit le langage, ce sont les deux règles d'usage fondamentales. C'est entendu que dans la langue, ces règles d'usage portent sur les éléments de la langue, mais elles peuvent très bien porter sur d'autres éléments que les éléments de la langue. Les éléments de la langue se définissant par la double articulation.
mais syntagme et paradigme n'exigent en rien la double articulation. Ils s'appliquent aux éléments de la double articulation, mais ils n'en dépendent pas. Donc vous pouvez très bien non pas parler d'une langue cinématographique, mais vous devez parler d'un langage cinématographique s'il est vrai que, ça ne va pas être rien à montrer, s'il est vrai que l'énoncé cinématographique, voyez d'où son enchaînement, tout est fondé, s'il est vrai que la narration, qui a comme élément des énoncés analogiques, donc qui ne sont pas des énoncés de langue, énoncés iconiques, énoncés analogiques. Ben, si aux énoncés analogiques ou iconiques du cinéma s'appliquent effectivement des syntagmes et des paradigmes, le cinéma est un langage. Il a fait passer la question du rapport cinéma-langue-langage du statut platonicien au statut kantien. À quelles conditions le cinéma peut-il être considéré comme un langage? Réponse. S'il est vrai que l'image cinématographique peut être réduite à un énoncé non linguistique, c'est-à-dire à un énoncé analogique, et si, à ce titre, cet énoncé analogique est soumis à des règles syntagmatiques et paradigmatiques. Vous avez l'air atterré. En tout cas, on ne peut pas lui refuser la rigueur à ce niveau. La rigueur est payée à quel prix? Tout ce qu'on a vu avant. Tout ce qu'on a vu avant. Nous en sommes exactement là, donc il faudra une autre séance. Qu'est-ce que c'est que les syntagmes et paradigmes proprement cinématographiques? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la grande syntagmatique?